Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans Carré VIP avec Béatrice Collam, journal 20 minutes. 5 jours sur 7 dans les Bouches de métro, on peut dire comme ça, et 7 jours sur 7 sur Internet. C'est noble, il faut le savoir. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors en face de nous, nous avons Christophe Leguevac. Vous êtes avocat. Alors au barreau de Toulouse ou au barreau de Paris d'ailleurs? Toulousain au barreau de Paris. Très bien, on a le droit de le dire comme ça. Vous êtes sur plusieurs dossiers qu'on a pu connaître. Vous êtes notamment avec le collectif contre la gestion, contre la privatisation de la gestion de l'aéroport, SOS Iradi 31, AZF, on peut le dire aussi. Et puis on pourra parler éventuellement des rapports entre la police et la justice. On sait que souvent il y a un problème entre les policiers et les avocats. Alors qui ou à qui la faute? Ça, nous, on a reçu avec Béatrice souvent d'ailleurs des policiers pour le dire. Béatrice, une première question à Christophe Leguevac. Sur quel dossier on attaque? Alors samedi dernier, on attaque sur l'aéroport, c'est l'actu. Samedi dernier, vous manifestiez dans les rues de Toulouse pour dire non à la privatisation de la gestion de l'aéroport. Attention, soyons précis. Avec derrière la banderole, un public assez, enfin des membres du collectif assez éclectiques. Comment on arrive à rassembler autant de gens avec des intérêts autant différents sur un thème comme celui-ci? L'aéroport est un élément structurant du territoire de la région Midi-Pyrénées. Il concerne l'économie, la vie quotidienne des riverains et l'environnement. À partir de ces différents thèmes, vous avez différentes personnes qui peuvent être intéressées et donc qui peuvent participer à ce collectif. Le point commun, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on est en train de les priver du choix de leur avenir. Pour 300 millions d'euros aujourd'hui, un opérateur économique chinois, mais peu importe, va devenir propriétaire, ou plutôt va contrôler l'avenir de l'aéroport et à travers l'aéroport de tout le territoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a prévu, et ça a été accepté par le gouvernement, de tripler la fréquentation d'ici 20 ans. En triplant la fréquentation, cela va se traduire par un nombre accru de rotations aériennes qui pose des problèmes de sécurité, des problèmes de santé. Je vous donne juste un chiffre. Ça veut dire que pendant la nuit, pour accueillir tous ces avions, il y aura un survol de la ville toutes les 8 minutes. Je vous laisse apprécier. Alors ça c'est de la prospective. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Enfin, quand on interroge toutes les parties prenantes liées à l'aéroport, ils ne disent pas ça. Ils disent qu'il y aura toujours un segment 6h du matin à 22h qui sera préservé. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Mais on ne peut pas recevoir 21 millions de passagers en respectant ce segment. Ou alors ça veut dire qu'il y aura un vol toutes les 30 secondes et l'impossibilité pour Airbus d'utiliser la piste d'essai pour faire atterrir les belugas ou pour faire décoller les avions qu'elle a construits. Donc à un moment donné, cet aéroport va se retrouver dans une situation de congestion d'autant plus préjudiciable et préoccupante qu'il est en cœur de ville. Ce n'est pas un aéroport qui est à 30 km comme souvent les grands aéroports de métropole, c'est un aéroport qui permet aux avions de survoler des tas de zones habitées. Actuellement, c'est 150 000 habitants qui sont concernés par les survols des avions. Peut-être qu'une des solutions, ça va être de transformer l'aéroport de Francazal en 3e piste. Et donc le problème qui était situé juste sur l'accès à Blagnac va s'étendre et les nuisances sonores de pollution et autres vont aussi toucher tous les riverains autour de Francazal. Est-ce qu'il n'y a pas des engagements sur Francazal, de l'État en l'occurrence, pour les garde-fous qui ont été maintes fois redites par l'État en disant non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de transfert de flux, si ce n'est l'aviation d'affaires sur Francazal? Il y a des contrats. Le problème d'un contrat, c'est d'avoir une durée d'abord limitée et de toujours être amendable. Or, là, on se projette sur 20 à 30 ans. Aujourd'hui, l'État, le gouvernement est ce qu'il est. Personne ne peut dire demain et après-demain quels seront les choix qui seront ceux de l'État, s'il a encore la possibilité de choisir. Parce que l'une des critiques aussi qui est émise, cette fois plutôt par les milieux économiques de la région, c'est que le choix de cet opérateur chinois n'est pas neutre, puisque l'un des associés du consortium est l'un des principaux clients d'Airbus. Donc on va avoir un et donc on va avoir un utilisateur, un gestionnaire de l'aéroport qui peut exercer des pressions très fortes, à la fois sur le constructeur et à travers le constructeur, sur les collectivités et sur l'État. Et donc si on ne lui offre pas les moyens de rentabiliser son investissement, je vous rappelle quand même au passage qu'au départ, l'évaluation de la valeur de l'aéroport de Toulouse, c'était 150 millions d'euros. Là,
on nous dit 300 millions d'euros, plus tout un tas de frais pris en charge pour le compte de la communauté urbaine. On est à plus de 350 millions d'euros d'après les chiffres que j'ai en ce moment, mais ça peut être encore supérieur. Donc il y a un aspect économique évident, c'est que si je mets 350 millions d'euros sur la table, je veux récupérer un retour sur investissement. Les investisseurs, qu'ils soient chinois, français, peu importe, ils ont le ROE, le retour sur investissement, qui pour eux doit être supérieur à 15%. Sans ça, ce n'est pas rentable. Mais alors vous intervenez comment? Vous intervenez sur le fond, sur la forme? Parce que techniquement, que s'est-il passé déjà? Alors, moi, je suis l'avocat du collectif. Ouais. Donc, en tant qu'avocat, j'exerce ma compétence juridique et économique, parce que l'aspect économique est essentiel dans le dossier. Et nous avons préparé un premier recours, qui est un recours sur le fond du dossier, qui s'appelle un recours pour excès de pouvoir. Nous avons donc saisi le Conseil d'État pour qu'il annule la décision de privatiser et de privatiser entre les mains de ce consortium. Et le référé a été rejeté fin d'année. Alors, ça, c'est le fond. Ouais. C'est une procédure qui est longue, qui va prendre plusieurs mois, qui, si tout va bien, elle pourrait être jugée à la rentrée, mais je ne suis pas maître du timing du Conseil d'État. Rentrée, c'est quoi, septembre? Septembre. C'est la raison pour laquelle nous avions saisi par une procédure parallèle le Conseil d'État en référé, en urgence, pour lui dire, écoutez, en attendant que vous preniez votre décision au fond, vous devez dire au ministre de suspendre la signature des cessions d'actions. Et là, le référé, nous avons perdu, il faut dire les mots comme ils sont. Le Conseil d'État nous a dit non, circulez, il n'y a rien à voir, je ne suspends pas la décision. Pourquoi vous attaquez pour excès de pouvoir? C'est la technique, c'est du droit administratif. C'est une décision administrative qui a été prise et nous estimons qu'il y a eu excès de pouvoir dans le sens, parce que c'est une notion très large en fait, ça correspond à des violations de procédures, à des violations de la loi, à des non-respects divers et variés de compétences. Donc ça englobe plein d'éléments qu'on retrouve dans cette notion. Mais vous voulez annuler purement et simplement la privatisation de la gestion? On va annuler la décision de privatiser l'aéroport. Cet aéroport est rentable. À l'heure actuelle, il génère 10 millions d'euros de mémoire de bénéfices. Ça permet à l'État de recevoir 3 millions d'euros d'impôts et l'équivalent de 2 ou 3 millions d'euros de dividendes. D'accord? Cet aéroport est prospère puisqu'il arrive à investir de manière importante, puisqu'il a construit une 4e aérogare en empruntant classiquement comme tout opérateur économique, et en amortissant le coût de cette construction par la réalisation économique que ça réalise. Les parkings, etc. Donc il n'y a pas de péril ou d'urgence pour privatiser cet aéroport. Ouais. Et en plus, il est normalement co-géré entre l'État, les collectivités et la CCI. Donc, dans le respect de la construction du territoire, dans le respect des décisions prises par les différentes collectivités. Avec cette privatisation, ce respect n'existe plus, puisqu'il y a le fameux pacte d'actionnaires qui lie les mains de l'État avec l'acquéreur. Toutes les décisions seront prises majoritairement par l'État et le nouvel acquéreur. C'est ce qu'avait levé Mediapart. Voilà. Même si l'acquéreur n'est pas majoritaire au capital. Ouais. L'État s'est engagé de voter comme lui. Et donc, dans l'avenir, si l'acquéreur dit qu'il faut construire une 5e aérogare ou arrêter les... C'est légal ce pacte d'actionnaires? Le pacte en tant que tel dans une société anonyme est légal. Ça existe. Ça existe, c'est commun. On le retrouve dans tout un tas de privatisations. Ce que nous critiquons, c'est le fait que les collectivités locales vont voir passer les avions. Ils ne pourront rien dire, ou presque rien dire. On leur laissera accessoirement quelques décisions sur lesquelles, si elles se mettent toutes d'accord ensemble, elles pourront dire stop. Mais déjà, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient d'accord ensemble. Vous imaginez ce que ça veut dire? Oui, puisqu'on a vu qu'il y avait une levée de bouclier récente. On sait que la CCI sera intéressée par acheter 10%. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense que j'en ai discuté avec Christian Sauter, l'ancien ministre de l'économie. Il me dit, je ne comprends pas comment, dans une région aussi prospère comme Midi-Pyrénées, vous n'avez pas trouvé des acteurs économiques, banques, industriels et autres, qui ont pu lever 300 millions d'euros pour garder le contrôle de cet aéroport. Oui, parce que 300 millions d'euros, ça paraît énorme pour un citoyen lambda, mais 300 millions d'euros, c'est pas grand-chose finalement. Mais déjà, vous avez la rentabilité intrinsèque de l'aéroport. Pour quelque chose qui est rentable. C'est rentable, et en plus, comme il va s'agrandir, il va devenir toujours plus rentable. Un autre chiffre qu'il faut garder en tête. Lorsqu'un aéroport est privatisé, ce sont des études européennes qui le démontrent, les redevances payées par les compagnies et les frais dépensés par les utilisateurs augmente de l'ordre de 30%. Donc les recettes globales augmentent de 30%. Ce qui veut dire que l'acquéreur a l'intention de faire augmenter les prix.
Ça pose d'ailleurs un autre problème, et on n'a pas encore les prix auprès des compagnies aériennes. Des compagnies aériennes et donc des usagers, voilà, par conséquent. Ça pose d'ailleurs un autre problème qu'on n'a pas encore eu le temps de creuser à fond. Dans le fameux consortium, vous avez la société Lavalin, qui est l'opérateur de l'aéroport de Francazal, qui est aussi l'opérateur de l'aéroport de Tarbes. Et donc, qui va devenir l'opérateur, parce que c'est son métier, de l'aéroport de Blagnac. Donc, on a un opérateur économique qui va contrôler 95% du trafic aérien de Midi-Pyrénées. Donc, il est dans ce qu'on appelle une position dominante. Ils ne sont rien, Lavalin, dans le... C'est eux qui vont être les opérateurs économiques. C'est eux qui vont décider comment on gère l'aéroport. Ils ont apporté une aide technique. Oui, mais d'ailleurs, ça fait partie des critiques que l'on fait à la procédure. Les contrats qui lient Lavalin au consortium Symbiose, qui ont dû être communiqués à l'État, on a refusé de nous les montrer. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Pourquoi nous refuse-t-on ce... C'est ça, vous avez déposé un recours auprès de la CADA. Hein, ça, c'est autre chose, oui. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une autre procédure, mais vous voyez, on est en train d'essayer de faire en sorte que cette procédure soit transparente, qu'on arrête de nous mentir, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Un, c'est une privatisation. Deux, le contrôle effectif de la gestion de l'aéroport sera transféré indubitablement et de manière définitive à l'acquéreur, quoi que dise le pacte d'actionnaires. Ça prive de décision à la fois les citoyens et les collectivités sur leur avenir. C'est ce qui, me semble-t-il, rassemble le territoire. C'est pour ça que vous avez aussi bien M. Cugive que Mme Berdemander qui, à une époque, sur le deuxième aéroport, il y a 10 ans, se sont opposés, et là se retrouvent parce qu'ils se disent on est dans une position où on nous prend pour des moins que rien, on nous maltraite et on nous méprise. Vous nous parlez d'échéance septembre pour le Conseil d'État. D'ici là, 30 secondes sur ce sujet. D'ici là, quand même, il va y avoir. D'ici là, la privatisation devrait avoir eu lieu. Non. Non. Le comité d'entreprise. En mars, il y aura un choix. Le comité d'entreprise est en train d'étudier le dossier. Et lui aussi se heurte à la même difficulté que la nôtre d'obtenir des informations précises, complètes, sincères de la part de l'État et de l'acquéreur. S'il n'a pas ces informations, le comité d'entreprise dispose d'un pouvoir important, celui d'alerter, de lancer une procédure d'alerte et de refuser l'opération. Et lors de l'audience de référé, le représentant de l'État qui était en face de moi nous a dit très simplement, si le comité d'entreprise s'oppose de manière forte à cette opération, l'État ne signera pas les actes. Donc c'est très simple. Le comité d'entreprise a une carte importante à jouer pour faire en sorte qu'aujourd'hui, cette opération n'aille pas à son terme. Vous faites du lobbying auprès d'eux, vous voulez dire? Ah non, je donne une information, après ils font ce qu'ils veulent. Très bien, on se retrouve en seconde partie avec Béatrice Collin toujours et notre invité Christophe Leguevac. À tout à l'heure. Seconde partie de cette émission, Carré VIP, toujours avec Béatrice Collin, du journal 20 minutes, 5 jours sur 7 en version papier, 7 jours sur 7 en version internet. Et puis Christophe Leguevac, vous êtes en face de nous, on a parlé longuement de cette idée de la privatisation, de la gestion de l'aéroport. Vous êtes l'avocat d'un collectif qui est contre. Et puis on peut peut-être maintenant parler donc d'AZF. Alors, la Cour de cassation a dit AZF, retour en appel, puisqu'ils ont cassé l'arrêt qui avait été donné une première fois ici à Toulouse, pour en fait impartialité de la Cour, si je crois comprendre. Un risque de question sur l'impartialité de la Cour. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que l'un des 3 membres de la Cour d'appel de Toulouse, qui était en relation avec une association nationale, qui était elle-même en contrat avec une association partie civile au procès, voilà. N'était pas impartial et que l'erreur qu'a commis la Cour d'appel et peut-être la juridiction dans son ensemble, c'est de ne pas informer les parties. Ceci étant, le sentiment que j'ai depuis le début dans ce dossier, et que je pense partager avec d'autres avocats à l'audience, c'est que Total, dès le début de du procès en appel, savait que Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, était liée avec l'association représentée par Céla Bisseuil. Ils n'ont rien dit volontairement parce que très vite ils se sont rendus compte que dans la Cour d'appel, ça ne se passait pas de la même façon que dans le tribunal. Ils avaient en face d'eux des juges chevronnés qui ne se laissaient pas impressionner par le vieux ténor du barreau qui est sous la rivière et donc qui recadraient les débats dans l'intérêt de tous. Or, comme ils ont perdu la main, ils ont utilisé cet argument qui est critiquable en soi mais qui peut se comprendre par d'autres moyens pour faire annuler la décision. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que la Cour de cassation
n'a pas du tout évoqué le fond du litige. Sauf que ça fait un peu effet fiasco judiciaire. Ça nuit à la vérité judiciaire qui était ressortie, qui avait pu ressortir en tout cas lors des les fous furieux des thèses complotistes sont ressortis des bois et commencent à inonder Internet de livres, de libelles, d'articles expliquant qu'il y avait je ne sais quelle usine secrète, quel ovni. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Oui, il y a des livres qui sortent encore là aujourd'hui. En tant qu'avocat, vous Alors d'abord, moi, dans ce dossier, je suis l'avocat de la ville de Toulouse. Dans ce dossier, ma mission s'est arrêtée avec l'arrêt de la Cour d'appel. Puisque la Cour de cassation, il y a un avocat spécial qui est l'avocat au Conseil et la Cour de cassation. D'accord. L'annulation de la décision de la Cour d'appel fait qu'il va y avoir un 3e tour devant la Cour d'appel de Paris. Ce 3e tour, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, on ne sait pas combien de temps il va durer. Sûrement un E16. Peut-être, on ne sait pas si ça va être 3 semaines ou 3 mois comme la dernière fois. Est-ce qu'on refait complètement le match ou on se limite à quelques questions très techniques? Question pour la ville de Toulouse, que je poserai prochainement au maire quand je vais le rencontrer. La ville de Toulouse souhaite-t-elle aujourd'hui continuer à être représentée? Par principe. L'actuel maire était contre cette participation au procès d'AZF, puisqu'il ne l'avait pas fait à l'époque. Donc, première question. Deuxième question, est-ce qu'il entend continuer à poursuivre avec moi? Moi, je suis à la disposition des Toulousains, il me dira quelle est sa position et quelles sont les règles du jeu. Et comme toujours, il y aura un appel d'offres, j'imagine, et je répondrai à l'appel d'offres, et la commission choisira l'avocat de la ville. Après, on verra ce qui se passe. Mais pour le moment, c'est tout ce que je peux dire sur ce dossier. Ouais. 3e procès, quand même, c'est vrai. On se dit qu'est-ce qui va se rejouer sur ce 3e procès? Qu'est-ce qu'on peut, quelles nouveautés peuvent être mises en perspective sur un nouveau procès? On a déjà tout fait, la thèse à contre-thèse, la contre-thèse. C'est vrai que réinstruire, on ne va pas réinstruire. Et ça, c'est pas la décision appartient à la Cour d'appel de renvoi. Donc, à elle de voir si, en effet, on repart pour un tour sur 3 mois. Il me semble qu'une bonne administration de la justice, ça serait 3 semaines, ça serait largement suffisant, puisque tout est dans les débats, tout a été écrit, tout a été enregistré. Maintenant, on sait quels sont les 2 ou 3 points d'achoppement sur lesquels il faut qu'on réponde précisément. Et c'est là qu'il faut maintenant qu'on arrive à emporter la conviction de la Cour d'appel de Paris. D'après moi, on y arrivera comme on a fait dans la Cour d'appel de Toulouse, parce que si on exclut cette histoire d'impartialité de l'un des membres de la Cour d'appel, il y avait suffisamment de démonstrations scientifiques pour bien montrer une chose qui est maintenant certaine, c'est qu'il s'agit d'un accident industriel qui a été causé par la mauvaise gestion du risque industriel par justement l'industriel qui était Grande Paroisse Total. Est-ce qu'on peut aller sur AZF, sur les Juste le fait que ce soit dépaysé à Paris, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Déjà, ça n'a rien d'anormal. C'est quand la Cour de cassation casse un arrêt, elle renvoie devant une autre cour d'appel. Mais ça peut se passer à Montauban. Il n'y a pas de cour d'appel à Montauban. Non, pas à Montauban, exactement. Ça aurait pu être à Agen, Bordeaux, voilà, etc. Ils ont, j'imagine, préféré transférer à une cour qui a l'habitude des dossiers techniques et un peu lourds. C'est pour ça que c'est à Paris. D'accord, tout simplement. Est-ce que vous parlez donc alors une autre affaire qui est-elle terminée? Continue-t-elle? Ce sont les irradiés de Rangueil, ce qu'on appelait l'association SOS Irradiés 31. Donc, semble-t-il, je crois que c'est 78 personnes ont été victimes de surdoses de radiation. 145 personnes et l'association reprend 78. Voilà. Et donc il y a eu 23 morts suspectes. Alors est-ce lié réellement directement à cette surdose de radiation? Donc il y a un procès finalement. Alors on en est où? Il y a eu non-lieu, il y a appel. La Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu rendu par le juge d'instruction. Voilà. Qui dit non-lieu dit qu'en l'état... Donc l'hôpital n'est pas responsable? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en l'état des informations dont la Cour d'appel avait connaissance, ils ont estimé qu'on ne pouvait poursuivre personne. Pas de charge suffisante, c'est ça? Pas de charge suffisante. Il faut dire que, comme je l'ai souvent dit, le juge d'instruction n'a pas voulu vraiment enquêter et s'est contenté de rester à la surface des choses. C'était le même juge d'instruction qu'Épinal, non? Oui, et ça a joué contre nous. Parce que dans Épinal, c'était 2000 personnes avec des situations humaines catastrophiques, des choses abominables, et surtout des éléments beaucoup plus faciles à démontrer, puisqu'ils avaient fait des ratures, des faux, des dissimulations d'informations, etc., etc. C'était moins technique. Nous, la question, c'est de savoir, entre le détecteur qui est comme ça et celui qui est comme ça, est-ce que c'est une simple erreur de manipulation ou est-ce que c'est une faute dans l'organisation du service? Trop vite, trop rapide. Voilà. Ce que vous dites, le juge a dit, c'est une erreur, c'est pas une faute. On n'est pas d'accord là-dessus, mais il reste que nous devons nous prouver que c'est bien une faute. Donc, nous sommes en train de vérifier, parce que depuis, avec le temps qui passe, il y a des informations qui sortent, il y a des études qui ont été faites à l'étranger, etc., etc. On est en train de rassembler tout ça, et on va voir si nous avons suffisamment d'éléments pour revenir devant la juridiction et lui dire il y a la responsabilité du CHU
et du constructeur qui est engagé, dites-nous. Donc c'est pas terminé. Pour moi, c'est pas terminé. Par quel biais vous pouvez revenir? Par quelle porte vous pouvez, quand il y a eu un non-lieu et confirme un arrêt? Il faut des faits nouveaux. Il nous faut réunir ces faits nouveaux, c'est l'information nouvelle qui peuvent changer l'appréciation du dossier par les magistrats. D'accord. Ce ne sont peut-être pas les mêmes d'ailleurs. Oui, ça va peut-être changer d'ici là. Et puis on peut aussi parler peut-être d'un troisième procès. Alors, on ne fait pas ici la publicité pour un avocat, qu'on soit clair, mais on parle de choses larges, les emprunts toxiques qui ont touché beaucoup de monde, on peut dire dans le monde entier, en France. Alors vous représentez des collectivités locales qui ont été abusées par les emprunts toxiques. Mais en fait, vous représentez quoi exactement? Le fait qu'elles ont été trompées? Alors déjà, ça ne concerne pas que les collectivités, ça peut faire le lien avec l'hôpital. On s'est aperçu que même les hôpitaux, maintenant, sont gavés de prêts toxiques. Ouais. Les prêts toxiques, il y a deux aspects. Une collectivité, pour financer un investissement, a besoin d'argent, que ce soit un stade, un service d'assainissement, etc. Elle emprunte. Jusque-là, rien d'anormal. Elle emprunte, elle paye un taux d'intérêt. Ce qui est anormal, c'est que le taux d'intérêt qui lui a été proposé, est passé tout doucement, parce que ça s'est fait dans le temps, d'un taux fixe, on sait quel est le risque, à un taux variable. Bon, taux variable, ce n'est pas en soi illogique, parce que surtout quand il y a une baisse des taux, mais qui était non pas fonction d'un indice simple, mais d'indices exotiques. Par exemple, le cas en ce moment qui défraie la chronique, ce sont les prêts toxiques à base de différentiels de monnaie franc-suisse euro. Voilà, oui. Si vous passez une frontière de ce qu'on appelle la parité, si le franc suisse baisse par rapport à l'euro, ou se renchérit, je ne sais plus dans quel sens ça se passe, ça déclenche l'application d'une clause mathématique très compliquée qui redéfinit, qui recalcule le taux d'intérêt. Et c'est là où se trouve la toxicité, c'est-à-dire que cette clause de calcul est illisible. C'est-à-dire qu'en fait, un juriste ne peut pas, même spécialisé, ne pouvait pas comprendre. Non, parce qu'il y a des paramètres que vous ne pouvez pas connaître à l'avance. D'accord. À tel point que vous avez, dans certains dossiers, le taux d'intérêt qui peut passer de 4,5 à 10, à 12, à 20, à 31 et même à 40% en ce moment. Mais ils ont signé. Quand on signe, on s'engage. Comment, à un moment donné, on peut se retourner là? Ils ont signé, d'accord, mais leur consentement a été vicié. C'est ça, on les a trompés. Ils ont été dupés. On les a volontairement trompés. Il faut quand même bien voir une chose, c'est que Dexia, si vous reprenez les choses d'un peu plus haut, non pas du ras des pâquerettes des collectivités, mais Dexia, c'est une escroquerie mondiale, puisque Dexia fait payer aux contribuables français et belges les subprimes américains. Dans les comptes de Dexia, vous aviez 150 milliards de dollars de subprimes américains. Qu'est-ce que ça venait faire là? Pourquoi nous, contribuables français, devons-nous faire ça, devons-nous payer ça? En fait, c'est par effet ricochet que l'on paye. Oui, et donc, c'est hallucinant. Quand vous lisez les rapports parlementaires, notamment le rapport Carrez de 2011, on vous dit, mais tout doucement pour ne pas vous faire peur, que Dexia devrait coûter 2% du PIB français. Ce qui est énorme. 2% du PIB français, c'est quelque chose comme 40 000 milliards au PIB. Ça fait 40 milliards d'euros. C'est-à-dire 2 fois le Crédit Lyonnais. D'accord? Et personne n'en parle. Ces 40 milliards en plus, c'est un appauvrissement de la France en général, des collectivités en particulier, en direction de banques internationales ou de hedge funds, comme on dit, c'est-à-dire de fonds qui sont situés dans des paradis fiscaux comme par hasard et qui font des opérations très spéculatives. Et donc on vide, on purge la France de 40 milliards d'euros, alors qu'on en a peut-être besoin pour relancer l'économie par exemple, pour alimenter des gens qui n'en ont pas besoin. On me dira, mais il y a le contrat. Mais le contrat est inique. Le contrat est... Je vous donne un exemple, parce que ça vous permettra de comprendre. Aujourd'hui, avec la baisse des taux, vous pouvez emprunter quand vous êtes une collectivité à moins de 3%. D'accord? Donc moi, je suis tenu par le contrat à 15%. Je vais voir mon nouveau banquier, il me paye à 3%. La différence est énorme déjà. D'accord? Si je veux renégocier mon prêt et rembourser, la banque Dexia va me dire, OK, vous me remboursez par exemple les 2 millions que vous me devez, mais vous devez me payer une indemnité de remboursement anticipé. Ah, et c'est combien? Quand on est un consommateur, c'est plafonné à 3%. Voilà, et là, elle vous dit, ben, en plus des 2 millions que vous m'avez remboursés, vous devez me rembourser 2,5 millions. Pardon? Oui, l'indemnité de remboursement anticipé, c'est 120% c'est là la difficulté. Du capital. Votre but, vous, c'est quoi? C'est de suspendre d'un point de vue juridique? C'est d'annuler le contrat. Ouais. Et de dire, la loi protège les collectivités,
Peut-être pas la loi française parce que le gouvernement s'est couché devant les marchés financiers avec une loi de validation au mois d'août 2014, mais la loi européenne protège les emprunteurs. Et comme vous n'avez pas respecté la loi, eh bien, tous vos contrats sont annulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous rembourse le capital restant dû, ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas une collectivité grecque qui voudrait une ristourne sur son capital. Je vous dis, je vous rembourse votre capital restant dû, je vous paye une indemnité normale. Je trouve qu'au-dessus de 3%, c'était anormal. Et pour le reste, eh bien, ce sont des pertes et profits qui ne sont pas supportés par les collectivités, donc par le contribuable, mais qui sont supportés par les marchés financiers. Nous devons clore, Béatrice, je suis désolé. Merci en tout cas, on a essayé d'explorer tout un tas de champs qui nous intéresseront dans les années 15 ou les années 16 à suivre. Merci à tous, merci Béatrice, Colin, dans les 20 minutes. Et merci Christophe Leguevac. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.